On va parler de la traversée du désert. Comment donc affronter cette traversée du désert lors d'un lancement de site Internet. Aujourd'hui, tous les consultants, propriétaires de sites Internet ont déjà rencontré en fait cette traversée du désert. On met en place le site, on le met en ligne, on publie des contenus, on obtient des backlinks et malheureusement, on a cette période d'inertie qui est plus ou moins longue, de plusieurs mois où rien ne se passe. Malheureusement, même avec toutes les bonnes volontés du monde, Google ne nous fait pas bouger de la SERP. Et donc, on va voir aujourd'hui comment finalement réduire ce temps de traversée et comment finalement trouver l'oasis au milieu de ce désert et ce chiffre 65, on verra ça en fin de conf, pourquoi finalement ce nombre serait le ticket de sortie de cette traversée du désert. Je me présente rapidement, je suis donc Anthony Techer, fondateur de l'outil sémantique SEO Quantum. Je suis tombé dans le SEO quand j'étais tout petit, à 16-17 ans. C'était la période dorée du SEO, où on générait sur les sites web facilement 500 000 à 1 million de visiteurs par mois. Et j'ai voulu ensuite en 2008 mettre cette compréhension du référencement à disposition de mes clients. Donc, j'ai créé une agence de développement web et de SEO. En 2013-2015, c'est vraiment un tournant majeur, je trouve, pour le SEO avec les mises à jour Rankbrain et Colibri. Et on a dû, au sein de l'agence, créer en fait un outil pour nous aider à optimiser les contenus. Et cet outil était SEO Quantum. Donc régulièrement, en fait, ce que j'ai appris, c'est que finalement, le contenu, pour vraiment dormir sur vos deux oreilles, le contenu doit être vraiment, la stratégie contenu doit vraiment être votre priorité. Et régulièrement, les clients me demandaient, Anthony, combien dois-je publier d'articles chaque mois pour justement faire décoller la visibilité de mon site Internet. Alors, très rapidement, il n'y a pas comment dire, c'est pas la fréquence en fait qui va nuire au trafic, ça va simplement ralentir la croissance. C'est seulement auprès de votre audience qui va avoir en termes de fréquence un besoin comment dire, de voir régulièrement des articles relayés sur les newsletters, relayés sur les réseaux sociaux, à un certain moment, une fois par semaine, une fois par mois. Donc, c'est plus nécessaire, on va dire, pour votre audience. Ouais, le moteur, c'est mieux. Alors, on va découvrir des stratégies et méthodes pour réduire cette traversée du désert. Alors, l'une des stratégies que je vous propose là, c'est l'audit de contenu que je base généralement sur trois grands piliers. La partie pertinence thématique, le niveau, on va étudier voir le niveau de concurrence et la qualité des contenus. Ensuite, allô? Oui, nous sommes toujours là. Attends. Attends, bouge pas 2 secondes. C'est moi. Anthony. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon là? Nickel. Ouais, c'est revenu, nickel. Vas-y. Ok. Tout va bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc l'audit de contenu basé sur ces trois piliers, la pertinence qu'on appelle pertinence thématique, le niveau de la concurrence et la qualité des contenus. Finalement, est-ce que je vais couvrir l'intégralité des sujets de mathématiques? Quel est le niveau de concurrence dans cette thématique-là et quels sont les divers
contenu et qualité de contenu que peut percevoir un algorithme comme celui de Google. L'objectif pour vous, c'est vraiment de prioriser les opportunités de création de contenu pour maximiser votre retour sur investissement. Vous allez rechercher les lacunes, les opportunités sur ce secteur d'activité et analyser également les forces et les faiblesses des concurrents. On va commencer sur le premier point, donc, qui est l'évaluation de la pertinence thématique. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je liste toutes les pages que j'ai à produire, que ce soit sur un site en production, soit sur un site qui va être mis en ligne. Je les regroupe par thématique, par thème. On va créer ce qu'on appelle des clusters. On prend un fichier Excel et on fait ce travail-là. Pour chacune des pages, on va vérifier la cohérence. Est-ce que la page répond à un sujet, un mot-clé principal? Et pour les groupes qui sont déjà existants, c'est-à-dire pour un site déjà en ligne, on va identifier si la performance de ce groupe, est-ce qu'il peut être amélioré ou pas. C'est vraiment important, en fait, je le souligne, de couvrir l'intégralité du cluster. Donc là, je vous ai pris un exemple, c'est tiré donc, de SEO Quantum. Donc là, c'est sur le changement d'adresse. Chacune des billes, c'est une page et chacune des lignes, c'est un lien entre les pages. Donc là, finalement, sur le changement d'adresse, pour être pertinent aux yeux du moteur de recherche et aux algorithmes, il faut que vous publiez différents sujets. Donc là, changement d'adresse, impôt, changement d'adresse, carte d'identité, permis de conduire, etc., pour montrer une légitimité au sein des algos du moteur de recherche. L'étape donc numéro 2, c'est d'identifier la concurrence. Je vous propose, en fait, depuis ce fichier Excel-là, vous allez pouvoir ensuite ajouter un ou deux concurrents qui sont avec une autorité similaire à la vôtre, ou en tout cas celle, si le site n'est pas encore en ligne, celle que vous visez. J'utilise Screaming Frog, justement, pour faire une analyse de la structure, du maillage interne et la stratégie de contenu qui ont pu mettre en place. Et je vais décomposer comme avant chacune des pages, chacun des groupements de pages en thèmes. Après, on peut s'aider de Ahrefs, par exemple, ou d'SEMrush pour identifier les pages qui drainent le plus de trafic. Et j'aime bien utiliser également l'API, donc de Ahrefs, ça c'est un petit tips, pour justement identifier la date de première publication de la page et la date de mise à jour du contenu. Ce qui va permettre ensuite d'évaluer finalement à quelle fréquence le contenu est mis à jour. Est-ce que ce sont les anciens contenus qui performent ou est-ce que ce sont les nouveaux contenus qui performent en fonction du secteur d'activité? Et quels sont finalement quels sont les sujets que couvre mon concurrent que je ne couvre pas? Quels sont les sujets qu'on a en commun et quels sont les sujets que j'ai en plus que lui? Dernier point sur cette analyse, l'évaluation en fait de la qualité des contenus. Finalement, est-ce que mon contenu couvre-t-il de manière exhaustive le sujet visé? Là, j'ai pris un exemple sur rédaction web. Donc là, pour cette SERP-là, on voit, donc pour identifier les sujets sur lesquels on va devoir écrire pour le contenu, on prend la SERP et là, on voit qu'il y a deux sujets principaux qui est comment finalement rédiger pour le web et qu'est-ce que le métier de rédacteur web, comment on se forme pour devenir rédacteur web. Donc, en fait, vous allez devoir créer un contenu proportionné par rapport à ces demandes-là. Donc, peut-être 80% du contenu orienté plutôt sur la rédaction de contenu web et 20% orienté sur le métier de rédacteur web. Pour répondre à l'intention de l'internaute, il faut également étudier les types de contenu à produire. Est-ce que c'est de l'informationnel? Est-ce que c'est du transactionnel, du commercial? Et identifier les bons champs lexicaux. Ça, c'est vraiment important. Quels sont les mots que je vais devoir utiliser? Parce que Google les a identifiés avec ses algorithmes, les différents types de mots à utiliser pour constituer le contenu qui pourra répondre de façon pertinente à l'intention de recherche de l'internaute. Maintenant, une question. Que se passe-t-il lorsqu'on laisse un rédacteur ou un client écrire pour le SEO? Mais que se passe-t-il? Je vous ai pris un exemple.
Ici, c'est l'importance en fait, de l'analyse sémantique. Clairement, ici, sur ce cas-là, on a un client qui utilise le discours commercial, son discours commercial, pour créer les contenus de ces pages de catégorie. Donc finalement, on va se retrouver avec un contenu qui mélange plusieurs univers sémantiques. Ici, c'est le four à bois et le barbecue. Donc ça fonctionne très bien quand on est sur salon, foire, peu importe. C'est un discours qui va vraiment parler au client, mais pour parler entre guillemets à un algorithme, il faut séparer les univers sémantiques les uns des autres. Parce que Google, lorsqu'il va analyser, les algorithmes vont analyser cette page, ne saura pas déterminer si c'est pertinent pour un univers sémantique A ou un univers sémantique B. Et donc à ce moment-là, Google se doit en fait d'afficher des contenus pertinents. C'est la base en fait de son moteur de recherche, c'est la clé de son business model. Donc en fait, là, sur un cas comme celui-ci, il va décider de mettre cette page-là pour par exemple le mot-clé four à bois au-delà de la 50e position. Et donc là, il faut séparer tout simplement, hop, on le voit ici pour les résultats, il faut séparer les deux univers sémantiques. C'est ce qu'on a fait ici en fait tout simplement. On a, là vous voyez en premier lieu ici, la version pénalisée avec donc gravité entre la 40e et la 60e position. On a publié une version optimisée. Donc, on a séparé les deux univers sémantiques, une page catégorie sur le four à bois, une page catégorie sur le barbecue. Et Google a reconsidéré cette page. Elle répondait réellement avec la sémantique à l'intention de recherche. Et la page est venue se positionner dans le triangle d'or, puis ensuite sur la première position sur four à bois. Même chose ici sur la partie barbecue. Donc, d'où l'intérêt de vraiment faire une analyse sémantique pour apporter finalement la réponse attendue au moteur de recherche. Pour résumer, donc, si on devait reprendre cette traversée du désert et raccourcir cette période, vous allez devoir répondre aux intentions du moteur de recherche à travers le cluster thématique. C'est-à-dire que vous devez être le leader d'opinion de votre secteur d'activité. Vous allez devoir couvrir l'intégralité des sujets de manière exhaustive afin de surpasser cette concurrence. Aujourd'hui, viser la première page, ça sert à... Enfin, c'est utile, mais vous devez viser le triangle d'or, voire la première position. Les places, comme je vous le dis ici, valent très très cher, notamment aujourd'hui avec tout l'enrichissement en fait, de la SERP et le nombre finalement d'ads qui augmente. Vous devez réellement viser ce triangle d'or. Pour atteindre ces premières positions, vous allez devoir démontrer l'expertise Google depuis l'avènement de RankBrain, Colibri, BERT maintenant, ou même le principe de Google Hit. Google va mettre en avant les contenus experts dans leur secteur d'activité. Des contenus profonds avec un vocabulaire riche. Vous allez devoir les identifier et créer le meilleur contenu qui réponde à la fois à l'intention de l'internaute et à la fois à ceux de Google. Alors, en tout début, on avait parlé d'un chiffre, d'un nombre, 65. Donc là, je vous partage une astuce. 65, c'est le nombre de pages de qualité que vous devez publier pour sortir rapidement de cette traversée du désert. Il y a une espèce de point de basculement. Ça, j'ai pu le faire des tests sur des centaines de sites. Et il y a une espèce de point de basculement entre 60 et 70 pages publiées de manière cohérente. Google semble considérer en fait l'ensemble comme étant légitime à apparaître dans les premières positions. Je vous ai mis quelques diapos. Là, c'est un extrait de la Search Console sur un site qui se trouve dans le milieu, dans le domaine du voyage. Donc en jaune, je vous ai mis la traversée du désert. Ici, environ 6 à 8 mois après la mise en ligne du site. On voit la période Covid qui a été fortement également impactée. Donc là, en termes de backlink, je dirais une quinzaine de backlinks uniquement sur la première page. Alors bien sûr, le nombre de pages de qualité compte,
attention, il faut toujours un minimum de backlink pour que ça puisse réellement fonctionner. Hop. Je vous partage aussi ceci. Donc là, une traversée du désert plus longue. Là, c'est un blog ici, dans ce cas-là. C'est un blog, on est sur 14 mois de traversée du désert et on voit en fait toujours ce point de basculement autour du 70e article où en fait Google trouve la légitimité, donne la légitimité en fait à ce site et fait progresser petit à petit très rapidement en fait en l'espace de 3 mois dans les premières pages de la SERP et ça va drainer en fait du trafic. Je voulais mettre en avant en fait cet exemple parce que ici ils ont eu une pause éditoriale. Donc de fin 2018 à début 2019, avec une reprise ici, sauf qu'ils ont publié du contenu qui était hors thématique, avec un format complètement différent. Et en fait, l'effet sur la publication, donc ici on est à 95, l'effet sur ces 30 nouveaux articles publiés, ça a été en fait une perte de légitimité sur la thématique, observée donc par les algos du moteur. Et donc, ils étaient dans le triangle d'or ici, et ils ont été downgradés, on va dire, sur la fin de la SERP, et donc avec une chute du trafic également. Et pour terminer, cette slide aussi, je l'aime bien parce que ici, c'est intéressant puisqu'on n'est pas sur, on est sur un secteur aussi d'activité qui a l'agroalimentaire qui est assez concurrentiel, mais cette traversée du désert a été très courte. Dès la mise en ligne du site, on a publié 25 contenus de qualité et très rapidement, en l'espace d'un mois et demi, on est monté à plus de 55-60 contenus publiés. Et là, on voit en fait que le site a été mis en ligne le 24 juin et la sortie de cette traversée du désert s'est fait sur la semaine du 27 août, donc très, très rapidement. Alors, il y a quand même, sur tous les tests qu'on a pu faire, il y a quand même une période incompressible de 2 mois, entre 8 et 12 semaines, où en fait Google a besoin de ce temps-là pour analyser, je pense, le contenu de votre site, mais également vous positionner par rapport à l'ensemble l'ensemble des sites de votre écosystème. Donc, il y a quand même une période incompressible, on va dire, de 8 semaines. Et ce que je peux vraiment vous recommander, c'est de franchir ce point de bascule de 60-70 contenus le plus rapidement possible afin justement de déclencher votre visibilité. Voilà, donc j'en ai fini sur cette presse. Donc une petite diapo promo sur SEO Quantum qui accélère la création des contenus. Également les optimisations, c'est un outil d'optimisation de contenu qui va vous aider sur les stratégies de contenu SEO. Et puis, je souhaitais partager avec vous un petit code promo en fait, qui termine demain, qu'on a mis en place pour ce printemps 2020, à utiliser pour toute nouvelle licence à l'outil. Donc, c'est 20% de réduction sur 12 mois, donc un an, valable jusqu'à demain soir. Super, merci à tous. Merci Anthony. Anthony, tu m'entends? Oui. Ok. Merci pour cette présentation. Merci pour le code promo, bien évidemment. Et après, on va laisser place aux questions-réponses. Si certaines personnes ont envie de te poser certaines questions, par exemple, Sylvain nous demande quelle est la définition de contenu, taille de texte notamment. Alors, c'est pas forcément la taille. Ça aussi, c'est une question récurrente, tu vois. C'est pas forcément la taille qui va compter. Bien sûr, il faut un minimum de contenu, mais tant que tu réponds à l'intention de recherche, comme tout à l'heure je te l'ai montré, c'est-à-dire que j'écris un contenu qui va répondre par exemple aux règles d'écriture web et au métier de rédacteur web, tu peux très bien écrire un contenu de 500 mots et faire mieux qu'un contenu qui fait 1500 mots, mais qui n'apporte pas forcément la réponse aux attentes à la fois du moteur et à la fois de l'internaute. Donc, moi, je conseille quand même un minimum aujourd'hui. On voit beaucoup d'études là-dessus, mais en fait, c'est juste une
comment dire, c'est une corrélation. C'est parce qu'en fait, le contenu est profond et détaillé, et donc il va répondre. Tu as plus de chances, tu augmentes tes probabilités en fait, de répondre à l'intention de l'internaute. Mais voilà, je vais conseiller, si vous voulez un chiffre, autour de 1000-1200 mots, mais il faut vraiment analyser la sémantique, les champs lexicaux utilisés, les types de contenus, utiliser le format du contenu. Est-ce que c'est de la vidéo, est-ce que c'est de l'infographie, pour réellement apporter la réponse à l'attente de l'internaute. Ok, super. Encore une autre petite question. On fait 2-3 questions. Je vous préviens, on va clairement shifter sur le planning, ça pour la journée. Mais je ne veux pas pénaliser Anthony qui a su basculer de plateforme pour sa conf super vite. Donc, on continue avec 2-3 questions. Du coup, pour toi, est-ce que pour le AT, il faut indexer les pages auteurs, nous demande Philippe Laine. Je le conseille. Je le conseille et enrichir en fait, pour faire la version courte, on a vu en fait, on a vu comment dire une meilleure en fait interprétation de Google lorsque ces pages-là elles sont enrichies par par des schémas ou des JSON. Donc ça, je crois que c'est une des conférences aussi du jour où en fait on va apporter de la donnée enrichie au moteur de recherche et notamment lui faire comprendre qui est l'auteur et le positionner dans son écosystème lui aussi, puisque Google va essayer de donner une expertise à cet auteur. Donc, moi, je serais partisan, en tout cas, ça coûte rien aujourd'hui de faire une page auteur et de faire une intro sur cet auteur, mettre des liens vers son LinkedIn, faire ses réseaux sociaux. Moi, je suis partisan, surtout si derrière, tu te fais contrôler par la patrouille des quality writers. Donc là, tu as, t'as vraiment en fait, ça coûte rien et ouais, voilà, je conseille vraiment de la publier. Une autre question de Marvin Moriton qui dit, est-ce que pour les sites multilingues, pour toi, ce seuil de 70 pages, est-ce que tu le conseilles par langue ou séparé ou tout cumulé? Non. Là aussi, on a fait le test. Il faut réellement dans la langue, alors dans la langue et même, je dirais, ça on a pu le voir en fait sur la différence entre, par exemple, l'Angleterre et les États-Unis. Ils utilisent un vocable, alors ça c'était dans le milieu industriel, ils utilisent un vocable qui est différent. Et donc même là, en fait, pour gagner cette légitimité au sein du moteur, je conseille même de faire même des contenus qui sont régionalisés. Ça, on a pu le voir en fait, on déployant nos stratégies de contenu aux États-Unis, Angleterre et Inde, où en fait, il y a aussi cet effet de bascule. Alors attention, alors 70 pages, entre 60 et 70 pages, on est sur on va dire sur le francophone. Il est un peu plus haut en fait sur les langues, notamment la langue anglaise, puisqu'il y a plus de concurrence là-dessus. Donc bien répondre à l'intention pareil, bien analyser la stratégie de contenu des concurrents, répondre à l'intention de recherche de l'internaute et voilà, viser rapidement ces 70 pages publiées, mais indépendamment de chacune des langues. J'ai une autre question du coup de Felipe Lopez qui demande si prendre un expiré thématisé, quel est l'effet sur la traversée du désert pour toi? Alors ça fait maintenant plus d'un an que je n'ai pas forcément refait des tests là-dessus. En tout cas, cette traversée, il faudrait que je retrouve des stats là-dessus, mais il me semble qu'elle est, elle n'est pas forcément corrélée parce que Google, ça dépend en fait de tes contenus. Je vais te répondre. Si tu prends un expiré, mais que finalement les contenus que tu republies ne sont pas dans la même thématique ou une thématique un peu décalée par rapport à l'ancien site, tu vas devoir te faire réévaluer. Par contre, j'ai pu voir en fait sur des contenus qui répondaient exactement à la même intention de recherche sur le même expiré que la traversée du désert était ultra courte.
alors qu'on n'avait pas atteint forcément les 70 contenus. Donc, c'est à challenger aujourd'hui, parce que bon, Google se met à jour très régulièrement. Mais si tu réponds exactement à la même intention de recherche sur le même secteur d'activité, avec un expiré sur le même secteur d'activité, sur les tests que j'ai pu faire, on avait une traversée du désert qui était même plus courte en termes de nombre de contenus publiés. D'accord. Il y a, suite à ce que tu disais un peu plus tôt, on a Mathieu qui demande ce que c'est la définition d'une bonne page auteur optimisée SEO. Voilà. Si tu veux creuser un petit peu le sujet. Si vous avez d'autres questions en parallèle, n'hésitez pas. Hein, la pause, on va la faire sauter. On va attaquer, on reprendra dans tous les cas à 11 h avec Nicolas et Valérie pour la conf sur les SEO locales. D'ici là, si vous avez d'autres questions pour Anthony, lâchez-vous. Hein. Aujourd'hui, régulièrement. Ah. Et si tu réponds exactement à la même intention de recherche sur le même secteur d'activité, je n'entends pas. Cédric, on ne t'entend pas très bien. Cédric, 1, 2, 1, 2. Ouais, Cédric, si tu peux mettre ta question dans le chat, s'il te plaît, de manière générale. Je te mets en mute, Cédric, désolé. Je ne peux pas laisser les micros activés de tout le monde, sinon ça va être le bordel. Si vous pouvez juste bien poser vos questions dans le chat. Pour répondre à la dernière question c'est Simon. Le nombre de contenus pour sortir de la traversée du désert à publier est-il corrélé au niveau de concurrence globale sur la thématique? Oui, c'est corrélé. Alors, je vous donne le chiffre de 60-70 en fait, parce que bon, tu peux très bien, comme je te disais, publier 30 contenus et apparaître, commencer à sortir cette traversée du désert. Mais là, c'est pas un modèle récurrent et répétable. Ouais, pour toutes les industries. Là, réellement, 60-70, c'est au global. On a vu que pour l'ensemble, enfin, sur les industries, en tout cas, les secteurs d'activité, sur les différents secteurs d'activité dans les SERP, autour de 60-70, généralement, tu sors de cette traversée du désert. Alors oui, ça se peut qu'avec 30 contenus, tu vas sortir cette traversée, mais ce n'est pas forcément, comme je te dis, quelque chose de répétable. Donc vraiment viser ces soixantaine de contenus. D'accord. J'ai d'autres questions que je vais essayer de te regrouper un petit peu parce qu'elles se recoupent. C'est pour ce niveau de quantité de pages, c'est dans quelle mesure est-ce que toi tu conseilles de les regrouper en un ou plusieurs clusters, etc. Comment est-ce que tu vois ça d'un point de vue maillage interne? Est-ce que tu as des suggestions par rapport à ça ou est-ce que c'est 65 contenus pour 65 contenus? J'ai une petite idée de la réponse, mais je te laisse la formuler. Tu veux dire 65 contenus au sein d'un même cluster? Oui, est-ce que c'est pour toi, tu fais juste un cluster? Est-ce que tu fais plusieurs clusters? Comment est-ce que tu répartis ça? Qu'est-ce que tu conseilles comme lancement au maillage, enfin, comme stratégie de maillage interne au lancement? Voilà, c'est un peu ça là. Si je groupe un peu les différentes questions. Je serais partisan de faire. En fait, c'est un cluster qui va répondre à une thématique globale. Donc, en fait, tu peux pas faire. Enfin, à moins que tu aies 65 contenus dans un méga cluster. Enfin, généralement, les clusters. Allez, tu vas faire des clusters de 30, 40 pages. Donc là, si tu vas faire deux catégories, par exemple, enfin deux clusters principales qui vont répondre à deux grandes tendances qui vont couvrir en fait par exemple les services, les produits de ton client. Un client dans l'automobile qui vend des planches de bord et qui vend, je ne sais pas moi, des accessoires pour les sièges, tu vas faire deux clusters qui répondent de façon exhaustive à l'intégralité des questions qu'on peut se poser sur ces deux thématiques-là. Tu ne fais pas qu'un seul cluster qui, en termes de maillage, qui croise les deux. Tu sépares les deux univers. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, ça répond. Tac, tac, tac. Là, j'ai Mathieu qui relance sur la définition d'une bonne page auteur optimisée SEO. Ça, c'est ce que tu disais, Anthony, c'est d'avoir aussi de l'aspect du schema.org, d'intégrer dedans pour bien la mettre en valeur et puis de l'information. Les réseaux sociaux, ultra voilà. important aussi. Ouais. Moi, j'y vais beaucoup avec du CMAS là-dessus dans les schémas.org, justement pour aller chercher le signal d'autorité. Parce que bon, mettre ton lien vers les réseaux sociaux, c'est bien. Aller préciser à Google que oui, tu revendiques cette autorité qui est sur d'autres sites qui sont plus crédibles que toi, ça permet
d'activer ça. C'est un petit truc que Jason Et, Barnard m'avait appris, ça, pour rendre à et, César ce qui est à César. et également la page Wikipédia, alors si c'est possible. La page, Si t'en as une, ouais. voilà. Tac. Tac. Pas de... Non, ça... Là, alors j'essaye de fouiller parce qu'il y a pas mal de questions, donc j'essaye de voir à quoi on a déjà répondu ou pas. Là, il y a quelqu'un qui suggérait de dire, voilà, essayons un lien vers tes autres sites, parce que c'est aussi un signal d'autorité, si tu fais référence à d'autres sites à toi qui peuvent répondre. J'en profite pour illustrer, si vous voulez, tout à l'heure on parlait d'avoir des codes promo sur les adhésions SEO Camp. Mickaël vous a mis un code promo du coup dans le chat SEO Camp Live Juin. Il y a moins 20% sur l'adhésion classique. Voilà, si vous voulez être adhérent. Voilà. Et le code printemps 2020 est toujours valable, bien entendu, pour Anthony. Voilà. SEO Quantum. Est-ce que la page entreprise est considérée comme une page auteur pour toi, Anthony? Ah, très bonne question. Je n'ai jamais fait le test. En tout cas, à chaque fois, c'était vraiment une page auteur, puisque de mémoire dans les guidelines sur le copywriter, c'est réellement une personne, il faut identifier une personne physique. Donc la page d'entreprise, je ne suis pas certain qu'elle soit considérée. En tout cas, elle fait partie de l'autorité que tu peux donner sur le principe de HIT, l'autorité que tu peux donner à l'ensemble du site. Mais moi, voilà, comme je te dis, ça coûte rien une page auteur. Donc si tu peux, en plus de la page entreprise, faire la page auteur, fonce. J'ai une question de Serge qui parle sur le maillage interne. Donc, on a une autre conférence plus tard dans la journée qui va beaucoup parler de maillage interne. Donc, Serge, je t'inviterai à reposer ta question à ce moment-là parce que je ne veux pas risquer qu'on spoile les conférences des autres conférenciers. Ça, il est quelle heure là? Il est 10h49. On est bien. Qu'est-ce qu'on aurait? Tac, donc ça, maillage interne. Si vous voulez aller prendre un petit verre d'eau après toutes les émotions qu'on a eues, n'hésitez pas. Café. Ouais, au café, oui, tout ça. C'est une danse. Celle-là, non. Ouais, du coup, la taille d'un cluster, pour toi, tu es sur combien? Là, je voyais qu'il y a cette question qu'on avait peut-être pas encore répondu. Par cluster, tu mets combien de pages, toi, Anthony? C'est dépendant de ta stratégie de contenu, de l'analyse concurrentielle, ce qu'on avait vu tout au début. Là. En fait, en fonction de l'autorité de tes concurrents, mais également de la profondeur en fait et comment ils vont répondre à la thématique. Si tu vois que finalement il y a 3 pages qui se courent après sur la réponse à une thématique donnée, par exemple, je reprends mon tableau de bord. Concrètement, là, tu peux faire un cluster x3, donc à une dizaine de pages. Ça sera facile. Par contre, voilà, si en face, tu as des mastodontes qui ont déjà, notamment on voit ça dans le milieu de la naissance, qui ont déjà des clusters avec peut-être, on a déjà vu des plusieurs dizaines de pages, ça va être difficile pour toi de couvrir plus. En fait, c'est cette partie-là. Est-ce que vous voyez mon pointeur? Hop. Ça va être difficile pour toi de couvrir plus. Donc, il faudra faire différemment, apporter de la valeur ajoutée qui sera différente, tout en respectant toujours l'intention de recherche. Parce que Google, en fait, ne te positionnera pas si tu ne réponds pas à cette intention de recherche. Question de Laura, est-ce que cette stratégie concerne tout type de site? Parce que pour les sites vitrines, présentation d'une marque, il y a peu d'ajouts de contenu, donc 65 pages, ça paraît énorme. Comme tout à l'heure, j'expliquais, 65 pages, entre 60 et 70 pages, donc, c'est pour que ça soit réplicable dans n'importe quelle industrie. Voilà, je vous ai pris cet exemple-là, mais tu peux très bien aussi performer avec 30 ou 40 pages. Mais en grattant un peu, généralement, les 65 pages
enfin, tu réponds assez vite en fait. Il faut vraiment se poser à la place de l'utilisateur, tu dresses des personas, etc. Et sur ces personas-là, tu vas vraiment chercher en profondeur leurs besoins, leurs vrais besoins en fait. Et tu vas voir que finalement, tu as peut-être déjà 2 ou 3 personas qui vont répondre à 2 ou 3 produits ou services de l'entreprise. Et ensuite, quand tu grattes sur ces personas-là, tu vas t'apercevoir qu'il y a 4 ou 5 besoins par persona. Et finalement, ces 4 ou 5 besoins, tu peux ensuite aller gratter encore pour répondre à l'intention du persona, du besoin A, du persona 1, tu vas pouvoir peut-être faire un cluster d'une dizaine de pages. Et finalement, tu te retrouves, quand tu décortiques le tout, donc tu fais ta stratégie de contenu, en analysant également la concurrence, tu vas vite te retrouver à une cinquantaine, soixantaine de contenus. Il faut vraiment, vraiment, vraiment creuser parce qu'aujourd'hui, comme je vous expliquais, Google va mettre en avant le leader d'opinion sur un secteur d'activité. Et si tu réponds finalement de manière très exhaustive à tous les besoins de ton audience, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas en première position et il n'y a pas de raison non plus que ton site fasse seulement 10 pages. Ah oui, de toute façon, tu peux même aller voir ce qu'ont fait tes concurrentes qui traitent du même sujet que toi pour voir les mots-clés sur lesquels ils se positionnent. Du coup, ça peut aussi te donner des idées pour savoir quelles sont les problématiques des clients cibles qui sont les tiens, quoi. Clairement. Donc, 65 pages, ça se fait. En principe, si tu prends le temps d'analyser un peu le sujet, globalement, ton problème, ce ne sera pas c'est quoi les 65 pages je vais faire, mais c'est plutôt comment je les fais parce que du coup, tu as trouvé plus et puis derrière, faut les faire et il faut bien les faire. Voilà, c'est plutôt ça en général le souci que rencontrent les clients derrière, c'est qu'il faut rédiger, quoi.